Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons notre quatrième partie sur Canaan, un territoire disputé. Alors, je reviens un tout petit peu sur le titre parce que j'ai eu des commentaires. C'est sciemment que j'ai utilisé le nom de Canaan pour justement ne pas employer dans le titre ni Israël ni Palestine. Parce que sinon, en fait, j'étais obligé de faire un titre très long d'abord, et j'essaye d'éviter, puisqu'il aurait fallu que les deux mots apparaissent pour qu'il n'y ait pas de jugement en disant c'est parti pris, c'est un côté, c'est l'autre, peu importe. Donc j'essaye de rester au-dessus et de rester dans le rationnel. Voilà. Je reprends l'introduction parce qu'au départ de cette quatrième partie, je me suis dit, comme on l'a vu sur les trois premières, je vais passer pour aller un peu plus vite. Et vu les commentaires que j'ai eus fin de semaine à nouveau, je me suis dit, je remets l'introduction avec un petit commentaire en plus à la fin de l'introduction. Donc je la reprends, donc je vais passer assez vite, puisque les trois premières parties, nous l'avons déjà vues. Comme je l'ai déjà dit, aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué, il suffit juste de regarder un peu autour de nous et d'écouter, pour voir que c'est difficile et compliqué. Sujet qui déclenche beaucoup de passions et beaucoup de débordements, des passions religieuses et spirituelles, encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec une certaine partie des juifs et des rabbins qui affirment que ce qui se passe, en fait, c'est vraiment l'accomplissement des prophéties, etc., et donc qui partent un petit peu dans des choses irrationnelles, et on verra qu'ils ne sont pas bibliques. Nous avons des passions politiques et idéologiques, on en parlera un petit peu ce soir. Nous avons des passions, pas des réactions passionnelles, on va dire, au niveau économique et stratégique. On va aussi un petit peu en parler ce soir. On en parlera encore un peu plus la prochaine fois sûrement. Et puis des positionnements passionnels encore sur l'histoire et sur des problèmes identitaires, que l'on va aborder aussi un petit peu ce soir. Beaucoup de passion. Les débats prennent parfois, plutôt souvent pour pas dire presque toujours, des tournures désagréables, tendues. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle et posée. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien pour rester rationnel, pour rester de l'ordre de la raison. Géographiquement, le territoire disputé est très petit. Israël, 420 km nord-sud, 72 km est-ouest. Donc c'est petit. On n'est pas, voilà, c'est l'épaisseur du trait sur le planisphère ici. Donc c'est très petit. Pour ramener à l'échelle de la France, voilà ce que donne tout le territoire israélo-palestinien par rapport au territoire français métropolitain, ce qui représente à peu près 3 départements ici. La Meurthe, la Moselle, Meurthe et Moselle, ici. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. Je compare avec d'autres crises ou d'autres conflits. Donc la Chine communiste, 40 millions de morts de 1949 à 1976. La Seconde Guerre mondiale, 39-45, 20 millions de morts. Et on égrène malheureusement, et c'est terrible parce que ce sont des personnes décédées, donc avec des familles derrière qui souffrent, mais pour la Première Guerre mondiale, on est à 8,5 millions de morts, sans compter les blessés pour la Première Guerre mondiale, qu'on appelle les gueules cassées, qui sont au nombre de qu'on comptabilise aujourd'hui au nombre de 6 millions, donc d'handicapés suite à la guerre. Première et deuxième guerre du Congo avec 6,9 millions de morts. La guerre de Corée avec 1,2 million de morts. La guerre civile chinoise, 1,2 million de morts. La guerre du Vietnam, 1,2 million de morts. 850 000 morts pour la guerre Iran-Irak. 800 000 morts pour la guerre civile russe, donc de 1918-1921. La guerre civile chinoise, une autre guerre qui était sur une partie des provinces chinoises, pas sur toute la Chine, 400 000 morts. La guerre d'Indochine, 385 000 morts. Révolution mexicaine, 200 000 morts. Guerre civile espagnole, 200 000 morts. Guerre d'Algérie, 160 000 morts.
la guerre d'Afghanistan, 150 000 morts. La guerre russo-japonaise, 130 000 morts. La guerre du Rif, donc sur les colonies espagnoles, 100 000 morts. La première guerre civile du Soudan, 100 000 morts aussi. Le conflit israélo-arabe de 1950 à nos jours compte 51 000 morts. Là, je fais une petite pause, puisque il m'a été dit, oui, mais là, attention, c'est un nombre qui est minoré parce qu'il ne tient pas compte du conflit actuel, où on annonce sur le conflit actuel 10 800 morts pour l'instant. Le problème, c'est que sur le nombre de morts sur le conflit actuel, il y a une énorme incertitude. Je prends l'exemple, juste rapidement, l'exemple de la roquette qui est tombée sur l'hôpital dans la bande de Gaza, qui au départ est annoncée avec 800 morts et qui finalement s'avère avoir entre 40 et 80 morts. Le problème, c'est que dans les 10 800 morts qu'on nous annonce, on est resté sur les 800 morts de cet hôpital. Donc c'est pour montrer que, c'est pas un jugement, j'essaie d'être rationnel et objectif, dans tout conflit, il est très difficile d'établir un nombre de victimes en temps réel. Il y a des informations qui sont, je dirais, fausses parce qu'on n'a pas les éléments suffisamment tangibles pour les vérifier. Donc ce sont des estimations. Il y a malheureusement, parce que sur ce sujet-là, je pense que c'est vraiment malheureux, de la propagande, c'est-à-dire annoncer des morts, des enfants, des femmes, des vieillards. C'est triste, mais parfois, ce qui est annoncé n'est pas la réalité, parfois on est loin. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêté à ce qui est donné comme victime de la guerre israélo-arabe avant le conflit actuel. Voilà, pour répondre à la remarque qui m'a été faite. On peut se dire que le territoire étant petit, il est logique qu'il y ait peu de morts. On me l'a encore dit cette semaine aussi. Par rapport à la Chine, par exemple, c'est normal, la Chine, c'était tellement grand que c'est normal. Donc si on regarde, pour la guerre du Vietnam, par exemple, 1 200 000 morts sur 87 millions d'habitants, j'ai pris le nombre d'habitants en 1965. Ce qui fait 1,2% de la population en 8 ans de guerre. Pour le conflit israélo-arabe, si je prends 51 000 morts sur 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 9,4 millions d'habitants plus 600 000 du côté de la bande de Gaza. Aujourd'hui, on est à 2,4 millions, je le sais. Enfin, c'est annoncé 2,4 millions. Mais une fois de plus, je me suis arrêté à une période avant le conflit actuel. En tout cas, au total, ça fait 10 millions d'habitants. De toute façon, on n'est pas à quelques unités près, puisque ce qui représente 0,5% de la population en 70 ans de guerre. Donc par rapport à 1,2% en 8 ans et à 0,5% en 70 ans, évidemment, ça ne fait pas du tout la même chose. Si je prends la Chine communiste, 40 millions de morts sur 540 millions d'habitants. Je prends le nombre d'habitants en 1949. 7,4% de la population en 27 ans de guerre. Si je prends la guerre du Congo, enfin les deux guerres du Congo, on est à 6,9 millions de morts sur 44,1 millions d'habitants en 1996, au début de ces deux guerres, ce qui fait 15,6% de la population en 10 ans de guerre. Donc j'ai fait le calcul en ramenant le pourcentage de nombre de morts par rapport à la population de l'époque de la guerre et par an, et on obtient des chiffres qui sont malheureusement très forts. Très fort. Là où il y a des points d'interrogation, c'est parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai expliqué la dernière fois, dans la Seconde Guerre mondiale, il est difficile d'aller comparer le nombre de morts, sachant qu'il y a par exemple des Américains qui n'étaient pas sur le territoire américain, donc on ne va pas pouvoir inclure la population américaine dans le calcul. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que ça n'a pas de sens. Ou par exemple pour le Rif, la guerre du Rif, sur les colonies espagnoles, c'est la même chose, c'est très compliqué, donc je ne l'ai pas fait. Et pour les guerres chinoises, c'est parce que seulement que certaines provinces étaient impactées par la guerre et pas toutes. Et je n'ai pas le nombre d'habitants de ces provinces-là. Toujours est-il qu'on arrive à un pourcentage de la population par an.
de guerre. Et si je prends le calcul pour la guerre, le conflit israélo-arabe, on arrive à 0,007% de morts par rapport à la population et par an. Ce qui reste très, très, très faible. D'accord ? Voilà. On est quasiment 20 fois plus faible que les conflits où il y a eu le moins de victimes. Donc, 20 fois par rapport à ce qu'il y a eu le moins. Voilà. Donc, c'est pour montrer que il faut toute proportion garder. Comme je l'ai dit la dernière fois, et je le répète, la guerre c'est terrible. Les victimes, il y en a toujours trop. C'est de la souffrance. C'est horrible. Voilà. C'est pas le sujet. C'est pas de dire c'est plus ou moins horrible. Non. On reste rationnel. Mais ça montre que le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, a un impact faible au regard des autres conflits du XXe siècle. Voilà. Mais sa situation géographique en fait un territoire central. Il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines, puisqu'en fait, c'est à ce point-là, sur ce point-là, que se rencontrent, je dirais, toutes les cultures, les grandes cultures de l'Ancien Monde. Il est à la frontière entre deux mondes économiques, les sédentaires avec une logique de production et les nomades avec une logique de commerce. Je parle de logique parce qu'on m'a aussi fait la remarque, on m'a dit les nomades ne sont pas des commerçants forcément. Oui, d'accord, mais c'est la logique. C'est que le nomade, il n'est pas fixé, alors que le sédentaire, il est fixé, et celui qui a une logique de production, il est fixé dans son usine. Alors que le commercial, par essence, il bouge, il se déplace. Voilà, donc c'est la logique. Donc on a deux mondes qui se rencontrent là, à cet endroit-là. Donc forcément, ça ne peut que créer, non pas forcément des conflits, mais en tout cas des échanges forts. Des échanges forts. Il est revendiqué, ce territoire, comme terre sacrée par trois religions antagonistes. Nous avons le christianisme, l'islam, le judaïsme, qui revendiquent cette terre, pour des raisons spirituelles. Chacune revendique Jérusalem comme ville sainte, ce qui rend les choses épineuses. Mais sa situation historique en fait un territoire conflictuel. Parce que les Moyen-Orientaux reprochent aux Occidentaux de maintenir Israël artificiellement, et les Occidentaux reprochent aux Moyen-Orientaux de vouloir faire disparaître Israël. Donc là, on est sur une sorte de statu quo, une sorte de guerre des tranchées, où on se fait des reproches, mais c'est pas comme ça que ça va avancer. Il faut donc impérativement revenir à des fondamentaux sur ce sujet, c'est-à-dire il faut... Voilà. Et pour moi, l'un des points fondamentaux, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, ce sont des faits. Alors peut-être que ce qui s'est passé a été induit par des idéologies, mais aujourd'hui, nous récoltons ce qui a été semé, et ce qui a été semé, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un petit peu le sujet de nos trois premières parties, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, comme fait. Et maintenant, nous allons continuer, comme le titre l'indique. Nous allons démarrer en 1967, un tout petit peu avant pour prendre de l'élan, comme on dit. Et ensuite, nous allons nous arrêter en 1987 à la première intifada. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et surtout des choses qui vont avoir un impact sur ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. Enfin, surtout ce que les populations de là-bas vivront, mais que nous regarderons. Mais nous allons le voir ce soir, nous avons été impactés et nous le serons encore. En 1967, le 5 juin, Israël déclare la guerre à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie en réaction au mouvement de troupes égyptiennes à la suite du blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par l'Égypte. Le soir de la première journée de guerre, la moitié de l'aviation arabe est détruite. Le soir du 6e jour, les trois armées sont défaites. C'est ce qu'on appelle la guerre éclair, appelée guerre des 6 jours. Une guerre qui a duré 6 jours. Sur le terrain, puisqu'en réalité, elle a continué après, mais sous d'autres formes. En moins d'une semaine, l'État hébreu tripla son emprise territoriale, l'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Donc sur une carte,
on voit ici les territoires occupés par Israël au terme de cette guerre. C'est-à-dire qu'Israël, le territoire d'Israël, recouvrait toute la partie rouge, y compris celle qui est rayée, en 6 jours. Jérusalem-Est, la prise de la vieille ville de Jérusalem est plus symbolique encore que la défaite arabe. C'est-à-dire que pour Israël, le fait d'avoir repris Jérusalem est beaucoup plus important qu'à la limite tout le reste. C'est symbolique. Comme on l'a vu en introduction, c'est une ville sainte. Récupérer cette ville sainte, ça a été tout le sujet des croisés, des croisades, etc. C'est récupérer cette ville sainte pour avoir un impact psychologique très fort en disant c'est nous qui avons la ville sainte. L'annexion de ces territoires n'est pas reconnue par le droit international ni par aucune nation. C'est-à-dire que c'est un fait, mais qui n'est pas reconnu. Donc qui n'est pas établi légalement. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution qui rappelle l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et qui demande la restitution des territoires occupés par Israël à l'Égypte, à la Syrie et à la Jordanie, qui occupaient ces territoires pour refuser l'établissement d'un nouvel État arabe. C'est-à-dire que ces territoires étaient occupés respectivement par l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, alors qu'ils n'auraient pas dû les occuper puisque ça aurait dû être un territoire indépendant. Et donc on demande à Israël qui occupe ces territoires de façon illégale de la rendre à des pays qui l'occupent de façon illégale, au regard des résolutions de l'ONU. Je ne parle pas des positions de chacun, je dis au regard des résolutions de l'ONU. Donc c'est une situation complexe, juridiquement difficile. Pour ne pas dire ubuesque, c'est-à-dire surprenante. Les alliances avec Israël changent. À partir de cette guerre des 6 jours, il va y avoir un changement très important dans les alliances qui ont été faites. Si Israël était attaqué, la France viendrait en aide à son allié, mais si Israël attaquait, la France ne le soutiendrait pas. C'était un discours de Charles de Gaulle. Israël a attaqué. La France rompt son alliance avec Israël. Charles de Gaulle rompt son alliance avec Israël, ne soutient plus Israël. Les États-Unis, jusque-là très réticents à soutenir Israël dans sa création et dans sa position vis-à-vis des pays arabes, se substituent à la France dans une alliance forte et pérenne. C'est une zone dans laquelle les États-Unis n'ont jamais voulu, enfin à cette époque-là en fait, jusque-là, n'ont jamais voulu mettre le doigt, et encore moins mettre le pied. C'est pour ça que même quand il y a eu le partage de l'Empire ottoman, ça s'est fait, les Américains n'ont pas voulu prendre une part. Ils ont laissé la France et le Royaume britannique, les Britanniques, les Français et les Britanniques, récupérer, se partager cette terre. Mais les Américains n'ont pas voulu y toucher. Trop sensible. Le mouvement palestinien se structure au fur et à mesure des événements. Parce qu'au départ, c'est déstructuré, et puis ça va se structurer petit à petit. Mais il n'est pas toujours bien vu par les pays arabes, qui se méfient surtout de sa volonté à devenir autonome. Rappelons-nous, l'Égypte ne veut surtout pas lâcher le Sinaï et la bande de Gaza. Donc s'il y a une Palestine autonome, ça veut dire que l'Égypte n'aura plus cette partie-là. Donc ça ne l'intéresse pas, surtout la bande de Gaza. La Jordanie ne veut surtout pas que la Cisjordanie devienne indépendante. Il faut garder la main dessus. Et la Syrie pour le plateau du Golan. Donc évidemment que le mouvement palestinien n'est pas bien vu par les milieux arabes. La Jordanie n'entend pas céder les droits qu'elle estime avoir sur la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. La Jordanie est devenue indépendante le 25 mai 1946, c'est-à-dire 2 ans avant Israël, avant la création de l'État d'Israël, de l'État hébreu, et a gardé les frontières de l'émirat hachémite de Transjordanie, qui était un protectorat britannique de 1921 à 1946. Donc ces frontières-là, c'était les frontières à sa création en 1946. La Cisjordanie ne faisait pas partie de son territoire. Les droits qu'elle estime
à voir sur la Cisjordanie. L'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par la Jordanie, aidée de l'Irak, le 24 janvier 1949, a été mal ressentie par les alliés arabes. En fait, au départ, les alliés arabes se sont dit « Non mais ça va pas là. Pourquoi est-ce que vous autorisez à prendre une partie et pas nous ?» Donc, c'est pour montrer que... Parce que quand on nous le présente, on a l'impression que le monde arabe était d'accord en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. L'alliance entre la Jordanie et l'Irak est quelque chose qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, en Jordanie, Saddam Hussein est vénéré. Parce que l'Irak reste un allié fort de la Jordanie. Donc là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a eu énormément d'échanges entre ces deux pays. Mais là, la Cisjordanie a été prise, avec l'aide de l'Irak, par la Jordanie, contre l'avis des autres pays arabes. L'Égypte ne veut pas céder la bande de Gaza sur laquelle elle estime avoir des droits. Alors, petit détour pour comprendre. Le 7 janvier 1949, les forces israéliennes se retirent du Sinaï et de Gaza sous la pression internationale pour laisser la possibilité de la création d'un État arabe indépendant, conformément à l'ordonnance de l'ONU de 1947. Donc en 1949, Israël se retire de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, en disant « Ok, on crée un État palestinien ». Selon l'accord d'armistice Israël-Égypte, la ligne d'armistice est établie le long de la frontière internationale datant de 1906. 1906, c'est l'Empire ottoman de 1900, parce qu'entre 1900 et 1906, ça n'a pas bougé. J'ai repris une carte, vous pouvez trouver sur Internet. On fait un zoom. Voilà comment étaient découpées les frontières internationales, l'accord, en 1906. Sauf que, à l'exception, il a été noté qu'il y avait une exception sur la zone le long de la mer Méditerranée, où le sultanat d'Égypte contrôle la bande côtière connue sous le nom de bande de Gaza. Donc il restait cette petite bande qui a été mise de côté dans l'accord. Selon l'accord d'armistice, toujours, cette petite zone devait être gérée par le gouvernement de toute la Palestine et non pas par l'Égypte. Donc c'était bien pour l'établissement d'un État indépendant, autonome, avec un gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement de toute la Palestine ? C'est le nom donné au gouvernement fondé par les leaders arabes au cours de la première guerre israélo-arabe dans le but d'empêcher politiquement le partage de la terre entre Israël et la Jordanie. Je vous ai dit que quand la Jordanie a préempté la Cisjordanie, le monde arabe n'était pas du tout d'accord. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle le gouvernement de toute la Palestine pour contrecarrer les velléités de la Jordanie sur la Cisjordanie. Je sais, c'est compliqué, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est que des relations compliquées. Et pour l'instant, on n'a pas parlé d'Israël, là, quasiment pas. C'est entre les Arabes. Et ça ne va être que des relations compliquées, on va essayer de faire simple, parce que c'est vraiment très, très compliqué. En 1959, donc là, ce sont les Arabes qui s'allient pour essayer d'empêcher la Jordanie, aidée de l'Irak, de préempter la Cisjordanie de façon définitive. En 1959, ce gouvernement de toute la Palestine, qui ne gère plus que la future bande de Gaza, est dissous pour être remplacé par la République arabe unie. République arabe unie, créée en 1958 par l'union de l'Égypte et de la Syrie, donc il va essayer de récupérer l'Égypte, en fait, qui va essayer de récupérer, puisque le gouvernement de toute la Palestine est tombé, on recrée quelque chose, mais cette fois-ci avec la Syrie. Puis pendant une courte période, il y a le Yémen qui s'est intégré aussi à cette République arabe unie, sous ce nom officiel jusqu'en 1971, cherchant constamment à fédérer le monde arabe autour d'elle-même, alors qu'elle n'en avait pas les moyens économiques et financiers. C'est-à-dire que l'Égypte voulait créer une dynamique d'unification du monde arabe, mais pour que ce soit l'Égypte qui gère le monde arabe. Évidemment, vous imaginez bien que ça ne va pas bien se passer. Surtout que l'Égypte n'avait absolument pas la capacité économique et financière
de supporter un tel regroupement. 1961, année où la Syrie retrouve son indépendance acquise initialement en 1946 et perdue sous l'hégémonie égyptienne de 1958 à 1961. C'est-à-dire que elle disparaît en 1961 parce que entre 1958 et 1961, la Syrie était gérée par l'Égypte. Ce ne sont... Vous remarquerez que je n'ai toujours pas parlé d'Israël. Je vais montrer que c'est très compliqué. Donc je continue sur cette bande de Gaza, en fait, pour laquelle l'Égypte estime avoir des droits. Sous le couvert d'une création de différentes choses, en particulier le monde arabe uni, mais en réalité, ce n'est qu'une association. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas reconnu d'un point de vue gouvernemental, ni au niveau de l'ONU, ni quoi que ce soit. Il a créé son association en disant, voilà, avec un grand titre, à ce titre, puisque j'ai cette association avec ce grand titre, j'ai le droit de garder Gaza, la bande de Gaza. 1969, Yasser Arafat, qui est déjà un petit peu connu avant, mais là, je reviens vraiment sur le devant sous le feu des projecteurs. Yasser Arafat devient le président de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Imaginé initialement en 1964 par les membres de la Ligue arabe comme un mouvement nationaliste arabe dont le but était de libérer la totalité de la Palestine du mandat britannique. Il transforme le mouvement en organisation de guérilla palestinienne. Remarquez qu'au départ, ce n'était pas Israël le problème, c'était les Britanniques. L'OLP, composé de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine, qu'on appelle le FPLP, et le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le FDLP. Le Fatah, fondé clandestinement en octobre 1959 par Yasser Arafat, Salah Khalaf et Khalil al-Wazir, pour lutter contre l'État d'Israël. Cette fois-ci, le Fatah, c'est clair, c'est pour lutter contre l'État d'Israël. Ce n'est pas pour lutter pour un État palestinien. C'est-à-dire que dans les statuts, ça n'apparaît pas ça. Dans les statuts du Fatah, initialement, c'était lutter contre Israël. L'objectif, détruire Israël. Les initiales en arabe faisant référence à Al-Fat, la victoire éclatante de la 48e sourate du Coran. Donc on voit le lien islamique très fort. Ensuite, dans la formation de l'OLP, il y avait le FPLP, organisation marxiste-léniniste palestinienne issue du mouvement nationaliste arabe reconverti dans la politique qui combine nationalisme arabe et marxisme, fondé en 1967. Voilà, vous avez quelque chose assez particulier. Depuis l'écroulement de l'URSS, il s'est rapproché de la République islamique d'Iran pour contrebalancer les mouvements palestiniens islamistes sunnites. Yasser Arafat est né en Égypte et prône un islam sunnite. Donc là, ça va. Ils vont ensemble. Ensuite, vous avez le FDLP, mouvement politique et militaire palestinien maoïste, issu du Front populaire de libération de la Palestine, donc issu du FPLP dont on vient de parler, pour développer une dimension moins militaire et plus politique et sociale de la lutte palestinienne. Donc, eux ne voulaient pas les armes, ils voulaient la négociation. Le FDLP se donne pour objectif la création d'un État palestinien démocratique dans lequel Arabes et Juifs vivraient ensemble, sans classe sociale et sans oppression. On va dire but, en tout cas louable, cohérent. L'Égypte n'apprécie pas du tout que l'OLP veuille créer l'unité arabe sans que celle-ci se fasse autour d'elle seule. Mais l'Égypte voulait absolument que le monde arabe s'unisse autour d'elle. Et là, on a Yasser Arafat qui crée une organisation qui veut aspirer le monde arabe et justement chanter l'Égypte. 1970. En Syrie, face à l'impopularité du gouvernement qui vient de perdre la guerre des 6 jours, un coup d'État fait arriver Hafez
el-Assad, le père de Bachar al-Assad, alors ministre de la Défense au pouvoir, faisant suite au coup d'État en Irak qui amena Saddam Hussein au pouvoir en 1968. Donc là, on a des coups d'État parce que, en particulier, la guerre de 6 jours ayant été perdue par ces pays-là, la population, en fait, ne comprend pas et renverse. Et pour ce coup d'État, pour renverser le gouvernement en place. Hafez al-Assad et Saddam Hussein, ils vont se rapprocher de l'URSS pour y trouver un appui et une légitimisation du pouvoir en place. Puisqu'ils viennent de faire un coup d'État, il faut absolument qu'ils trouvent des appuis puissants. Donc, ils vont tous les deux se rapprocher de l'URSS. Je dirais rapprochement que l'on retrouve encore aujourd'hui avec le fils, Bachar al-Assad, dans ce qui a pu se passer ces dernières années. Rapprochement où on voit les effets de ce rapprochement, je dirais malheureux pour Saddam Hussein, dont on sait ce qui s'est passé en Irak ces dernières années, quand il était encore au pouvoir, jusqu'à ce qu'il ne soit plus au pouvoir, puisqu'il soit mort. En 1970, Nasser décède et Anwar al-Sadat règne sur l'Égypte. Enfin, gouverne l'Égypte plutôt. Le nouveau président, beaucoup moins militaire dans l'esprit que Nasser, veut obtenir la paix avec Israël. Sadat. Cette attitude rend Sadat d'autant plus impopulaire que les frères musulmans sont de plus en plus présents auprès de la population en Égypte. Une reprise des tensions avec Israël est le seul moyen pour Sadat de retrouver une certaine popularité. C'est-à-dire que s'il veut rester au pouvoir et s'il veut retrouver de la popularité, il faut qu'il crée une tension avec Israël. Vous commencez à comprendre comment Israël est en réalité instrumentalisé pour des buts politiques. Les Frères musulmans, mouvement politique sunnite islamiste fondé en Égypte en 1928. On continue. 1973. La guerre de Kippour, aussi appelée la guerre du Ramadan, ou guerre d'octobre, ou guerre israélo-arabe de 1973. Cette guerre oppose du 6 au 24 octobre, Israël a une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie. L'Égypte et la Syrie qui sont très amis. Au point qu'à un moment donné, c'est même l'Égypte qui a géré la Syrie pendant 3 ans. Guerre de Kippour. Le 6 octobre 1973 correspond à la grande fête juive de Yom Kippour, férié en Israël. Yom Kippour est le jour de la repentance, considéré comme étant le jour le plus saint et le plus solennel de l'année juive. Son thème central est le pardon et la réconciliation. Attaquer ce jour-là, c'est symboliquement très fort. C'est ce qui s'est passé tout dernièrement avec le 7 octobre, qui était encore dans cette période, en mémoire de ce qui s'était passé le 6 octobre, en 1973. Il est un jour si important qu'il est respecté par une vaste majorité d'Israélites laïcs, quand bien même ils n'observent pas strictement les autres célébrations et qu'une grande partie de la population jeûne. C'est-à-dire quasiment toute la population observe ce jour-là, même si ceux qui ne sont laïcs, qui ne sont pas du tout croyants. Et en plus, c'est une grande partie de la population, ce jour-là, jeûne. On l'appelle aussi guerre du Ramadan, parce qu'en 1973, le Ramadan islamique débute le 27 septembre et se termine le 26 octobre. Donc on est en plein dedans. Parce que le Ramadan islamique étant en fonction des phases lunaires, le Ramadan n'est pas du tout toujours à la même période. Donc là, cette année-là, c'était en plein Ramadan. En l'an 610, le Ramadan, en l'an 610, l'ange Gabriel serait apparu au prophète Mahomet et lui aurait révélé le Coran, le livre sacré islamique, pendant justement le Ramadan. Son thème central est la dévotion et l'obéissance à l'islam. Pour les musulmans, le Ramadan est l'occasion de chercher à grandir spirituellement et à renforcer leur relation avec Allah. Et ils le font en priant et en récitant le Coran,
en s'abstenant de manger, de médire, de mentir et de faire usage de la violence. Normalement, pendant le ramadan, on ne fait pas usage de la violence. Les jours de jeûne manqués peuvent être rattrapés pendant le reste de l'année, soit en une fois, soit un jour, ici et là. Bon, ça, c'est la loi islamique. Voilà. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que ce n'est pas une guerre de religion. Parce que stricto sensu, un musulman qui respecte le ramadan n'aurait pas pu attaquer là. Parce que pendant le ramadan, on ne doit pas faire usage de la violence. Donc c'est une marque qui montre qu'il ne s'agit absolument pas d'une guerre de religion. Que la religion est elle aussi un outil, ou utilisé en tout cas, instrumentalisé, voilà, merci, j'ai oublié le mot, instrumentalisé pour arriver à des fins politiques. Donc, la guerre de Kippour, on a la Syrie et l'Égypte qui vont attaquer simultanément par le nord et par le sud. L'Égypte et la Syrie vont rapidement reprendre les territoires perdus en 1967, puisque pris par surprise. Dans l'esprit de beaucoup d'Arabes, l'affront de 1967 est lavé. C'était l'objectif numéro 1. Mais rapidement, Israël réagit, aidé des États-Unis, et Israël reprend ses territoires et en conquiert davantage. Donc elle va s'étendre encore un peu plus. Les États-Unis et l'URSS ne veulent absolument pas que débute une nouvelle guerre mondiale. Ça commence à sentir le roussi, comme on dit. Ils imposent un cessez-le-feu. Le Sinaï et le Golan restent des possessions israéliennes. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient pris encore en plus, ils ont laissé. Ils sont revenus en arrière, mais ils gardent leur position de 67, à savoir la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan restent israéliens. En réaction à l'aide américaine apportée à Israël, l'OPEP décide d'appliquer des sanctions aux États-Unis. Puisqu'ils n'avaient pas la force de frappe militairement parlant, pour aller se frotter à Israël, sachant que derrière, il y avait les États-Unis. Donc, stratégie. L'OPEP, créée en 1960, Organisation des pays exportateurs de pétrole, est une organisation intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession. Ça, c'est quelque chose qui va être important, mais plus tard, dans les années 2000. Pays membre de l'OPEP en 1973. Alors, on a un pays, là, en Amérique du Sud, qui semble se perdre. D'ailleurs, il va quitter l'OPEP, il va y revenir. Venezuela. Il est décidé, donc, à l'OPEP, de limiter la production de pétrole pour induire une augmentation des prix du baril et ainsi peser sur l'économie américaine. Comme les Américains sont des gros consommateurs de pétrole et qui n'ont pas de ressources pétrolières suffisantes chez eux, certes, ils n'achètent pas leur pétrole que dans les pays de l'OPEP. Donc l'OPEP ne pouvait pas faire un blocus parce que les États-Unis auraient acheté ailleurs. L'idée, c'est de mettre à genoux l'économie américaine en augmentant le prix du baril pour que l'économie américaine étant à genoux, les États-Unis soient obligés de mettre la pression sur Israël pour faire marche arrière. Le prix est en effet multiplié par 4. Par 4. C'est le premier choc pétrolier que nous allons connaître aussi, comme je disais en introduction, donc il y a des répercussions. Nous allons aussi connaître ce choc pétrolier de 1974 qu'il a fallu gérer. Et donc à l'époque, le président de la République en France, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Dès 1974, les États-Unis interviennent auprès d'Israël. C'est-à-dire que très rapidement, quelques mois après cette décision,
les États-Unis vont intervenir auprès d'Israël pour dire bon, il va falloir qu'on réfléchisse parce que là, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que là, c'est la pression militaire, en fait, n'est pas suffisante. Les Américains, en disant nous, on a des gros muscles, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que ça qui comptait. C'est que le muscle, il faut le nourrir. Et si on coupe l'alimentation du muscle, ça ne marche plus. 1974. Sous la pression américaine, Israël remet la Cisjordanie à la Jordanie et accorde la nationalité jordanienne à ses habitants. L'OPEP reprend une production normale de pétrole. Le prix du baril revient à la normale, tout le monde est content. L'Égypte, réalisant que l'URSS ne pourra pas peser pour que leur soit restitué le Sinaï, change d'allié pour se tourner vers les USA, vers les États-Unis. C'est-à-dire que l'Égypte se rend compte que l'URSS n'aurait jamais accepté une négociation ou quoi que ce soit. Puis en plus, l'URSS, ils sont autonomes par rapport au pétrole, donc on n'a aucun moyen de pression. Donc faire une alliance avec l'URSS, ce n'est pas le bon plan pour récupérer la péninsule du Sinaï, puisqu'on ne pourra pas faire pression sur Israël, puisque l'URSS ne voudra pas rentrer en guerre contre les États-Unis. C'est une évidence. Donc l'Égypte se dit, on change de partenaire, on change d'allié. 1978, les accords de Camp David, sous les auspices de Jimmy Carter, président américain, amènent Israël à restituer le Sinaï à l'Égypte contre la possibilité d'utiliser le canal de Suez. En fait, évidemment, il faut qu'il y ait un donnant-donnant. Donc l'Égypte dit, OK, on vous laisse utiliser le canal de Suez, mais en contrepartie, voilà. Et comme ils ont fait alliance avec les États-Unis, c'est pour ça que ça se passe à Camp David, Camp David étant le lieu de villégiature des présidents américains, donc pour montrer une sorte un peu sous une sorte d'aspect un petit peu tranquille, pas de pression, mais en réalité il y avait une pression énorme, obtenu de rendre la péninsule du Sinaï à l'Égypte contre la possibilité de réutiliser à nouveau le canal de Suez, ce qui était un goulot d'étranglement économique évidemment. L'Égypte est exclue de la famille arabe, accusée d'avoir fait une paix séparée, d'avoir failli à la solidarité arabe. Ben oui, les pays arabes se disent, mais attends, tu joues cavalier seul, alors qu'on avait dit qu'on travaillait ensemble, parce qu'en réalité, l'unité arabe n'existe pas. Tout au long de l'histoire, on voit que c'est comme l'unité européenne. C'est-à-dire que l'unité européenne est très compliquée, parce qu'on voit bien que depuis Charlemagne, qui a voulu faire unifier l'Europe, on voit bien que ça ne fonctionne pas, puisque vous avez des Germains, des Latins, des cultures complètement différentes, des façons de voir les choses totalement différentes, des façons de voir les choses au niveau financier, au niveau même culturel, même au niveau de la relation familiale, même dans les notions de relations filiales, enfin bref, c'est très compliqué. Donc le milieu arabe, c'est un peu la même chose. Le siège de la Ligue arabe est déplacé du Caire vers Tunis, puisqu'en fait, elle avait été placée au Caire pour que l'Égypte puisse s'arroger un petit peu le fait que c'était elle un peu la chef, entre guillemets. Mais en fait, ça a été délocalisé pour l'amener à Tunis. Donc en Tunisie. La Ligue arabe, organisation régionale fondée en 1945 par 6 États et possédant le statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. La Ligue arabe, c'est la seule organisation arabe qui a un statut reconnu. Donc, créé en 1945. Le nombre d'organismes qui ont été créés dans le monde arabe, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, fondé en 1946 par 6 États. Donc on remarque qu'Israël est un peu seul au milieu là. Donc c'était en 1945. Pays de la Ligue arabe en 1978. Voilà, évidemment, je voulais juste montrer que ça n'avait pas été délocalisé dans un pays qui ne faisait pas partie de la Ligue arabe. C'est-à-dire qu'en 1978, à l'époque de la délocalisation du siège de la Ligue arabe, la Tunisie faisait partie de la Ligue arabe. Dès sa naissance de la Ligue arabe, la Ligue est divisée en 2 camps aux visées politiques opposées. C'est-à-dire que dès le départ, ça a été créé, soi-disant, pour être l'unification, mais au sein même de la Ligue, il y a 2 camps. L'entente égypto-saoudienne favorable au projet d'indépendance, l'axe hachémite jordano-irakien, plus enclin à une coopération avec la puissance britannique.
Donc les protectorats, tout ça, en fait, il y en a un qui dit ouais, on peut en profiter, et l'autre qui dit moi, on n'en veut surtout pas. Et on retrouve les accords jordano-irakiens, évidemment, qui sont depuis très longtemps. Par la suite, dans le contexte de l'anticolonialisme et de la guerre froide, on a deux clans qui vont les États socialistes proches de l'URSS et les États proches des États-Unis. Alors, l'Égypte a retourné sa veste. Hein. Donc l'Égypte a changé de camp. Mais si on regarde dans l'histoire, elle a changé de camp plusieurs fois. Donc l'Égypte, c'est un peu la charnière qui, en fonction des intérêts qu'elle peut y trouver, va changer d'allié. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi que, je ne l'ai pas dit, mais dans l'entente égypto-saoudienne, eh bien on a des sunnites et des chiites. Donc ça veut dire que au sein même de cette union, si on parle religion, ça ne va pas. Ça ne va pas. 1982. Israël intervient au Liban. Opération Paix en Galilée. Drôle de nom pour une guerre, mais... En guerre civile, le Liban étant en guerre civile depuis 1975. Donc Israël intervient dans un pays qui est en guerre civile. Pas un pays en paix, un pays en guerre déjà, mais en guerre civile. Et pourquoi faire ? Premièrement, pour chasser Yasser Arafat afin de mettre fin à des attaques de combattants du Fatah, parce qu'on a vu que le Fatah s'était transformé en guerrilleros un petit peu, là, guerilla, contre, et qui faisait des incursions en Israël avec des attaques de guérilla. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chasser un petit peu cette organisation du Fatah, mais aussi pour favoriser l'accession au pouvoir du maronite Bachir Gemayel, chef des forces libanaises, principale milice chrétienne, qui s'est engagé à signer un traité de paix avec Israël. C'est-à-dire que si Israël l'aidait à monter au pouvoir, il s'était engagé à avoir un traité de paix avec Israël. Du coup, Israël a cru bon d'aider Bachir Gemayel à monter au pouvoir pour avoir cet accord de paix. Une intervention qui se voulait initialement très limitée va finalement aboutir à Beyrouth et, allant à l'encontre de sa promesse, l'armée israélienne pénètre dans Beyrouth ouest en compagnie des forces libanaises. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une promesse qui avait été faite, elle n'a pas été tenue, et ils sont allés beaucoup plus loin, et tellement plus loin qu'ils sont rentrés dans Beyrouth. Des milices chrétiennes profitent de la situation pour se venger de l'assassinat de leur dirigeant, le président libanais Bachir Gemayel, justement, qui a été assassiné, celui qui devait faire la paix. Quelques jours plus tôt, c'est le massacre de Sabra et Shatila. Le massacre est intervenu dans un camp de réfugiés palestiniens, vidé des hommes, il ne restait que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Et donc, ils ont massacré femmes, enfants, personnes âgées. Il n'y a plus d'hommes dans ce camp. La communauté internationale va reprocher à l'armée israélienne de ne pas être intervenue pour empêcher ce massacre. Très souvent, si vous parlez de Sabra et Shatila, il y a un raccourci qui est fait en disant « c'est l'armée israélienne qui a fait ». Vous pourrez le retrouver très souvent. Il faut faire attention, c'est des milices chrétiennes libanaises qui ont profité de la confusion et du fait que les Israéliens étaient rentrés sur le territoire libanais pour se venger eux. Après, aujourd'hui, il y a encore débat pour savoir si Israël aurait pu intervenir pour le limiter ou pas. Bon. C'est pas le sujet. En tout cas, ça va lui être reproché et ça va coûter très très cher à la politique israélienne. Puisqu'à partir de là, il va se créer un mouvement. J'ai mis 1998, mais c'est pas 1998, je crois que c'est 1978. C'est 1978 ici. Le mouvement Shalom Akshav, c'est-à-dire paix maintenant ou peace now, on entend parfois ça en anglais, créé en 1978, prend de l'ampleur. Il est encore très très actif aujourd'hui, ce mouvement. Et je dirais presque qu'il a repris un petit peu du poids depuis les derniers événements là, justement, avec le Peace Now ou le Shalom Akshav. Ce mouvement lutte pour que soit reconnu le droit d'Israël à exister dans des frontières sûres.
lutte pour qu'Israël reconnaisse ce même droit à ses pays voisins, lutte pour que soit reconnu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le problème, c'est que il y a erreur sur la personne à qui il faut s'adresser pour que les Palestiniens puissent avoir leur État. Ce n'est pas Israël qui refuse la création de l'État palestinien, en tout cas jusque-là, c'est les pays arabes qui ne veulent pas, enfin, en particulier l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, avec leurs alliés, qui ne veulent pas d'un État indépendant parce que ça leur ferait perdre des territoires sur lesquels ils ont mis la main. Israël, donc c'est ce que demande Shalom Akshav, Israël retournant à ses frontières de 1967, l'État palestinien recouvrant pour sa part les territoires occupés par l'Égypte et la Jordanie de 1948 à 1967, puis par Israël depuis la guerre des 6 jours. Et c'est là le problème. Le problème, c'est pas ce que Israël a pris pendant la guerre des 6 jours, c'est la main mise de l'Égypte et de la Jordanie sur la bande de Gaza, respectivement la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est là le gros problème. Alors que l'OLP est relocalisé au Caire, le parti chiite majoritaire du Sud-Liban crée le Hezbollah pour résister face à la menace israélienne. C'est-à-dire qu'en réaction à ce qui s'est passé, ils vont créer une nouvelle organisation, militaire et paramilitaire, mais chiite, alors que le Fatah, il est sunnite. Donc ils ne peuvent pas s'entendre. Ah, qu'est-ce que ça veut dire chiite ? Alors, la différence entre les sunnites et les chiites, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est que pour certains, les grands mouftis, les successeurs de Muhammad doivent être de la famille de Muhammad, et pour d'autres, ça peut être n'importe qui à partir du moment où il est élu en tant qu'évidemment grand imam, etc., qui connaît bien le Coran. Mais ça amène en fait des choses, c'est-à-dire que par exemple, ceux pour lesquels le responsable de l'islam doit être de la famille de Muhammad ne reconnaissent pas la Sunna, par exemple, une partie des écrits, alors que les autres, oui. Or, du coup, ça génère dans la pratique même de l'islam des différences fondamentales. Voilà, la différence, elle est là. Le Hezbollah trouve un appui fort en Iran, base de l'islam chiite, pour se financer et se structurer. Ah oui. Évidemment, les sunnites, vous les trouverez en Arabie Saoudite, puisque Muhammad étant d'Arabie Saoudite, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que ça reste chez eux, grosso modo. Les Iraniens, Muhammad, il n'avait pas de famille en Iran, il en avait un peu sur certains autres pays, mais pas en Iran. De fait, cette velléité à récupérer en fait la possibilité d'avoir des chefs suprêmes islamiques chez eux fait qu'il y a une divergence. Bon, il y a une divergence aussi sur le fait qu'il y avait 2 Corans au départ. C'est Soliman le Magnifique qui en a détruit un pour n'en garder qu'un. Et donc ces 2, en fait, seraient justement de courants qui seraient générateurs du courant sunnite et chiite, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait les mêmes. Alors, ça va assez loin, mais ce n'est pas le sujet, donc je ferme la parenthèse. Le Hezbollah devient rapidement le bras officieux de l'Iran dans ses velléités anti-israéliennes. Ben oui, puisque pour les financements, etc., c'est l'Iran qui va financer le Hezbollah, puisqu'ils ont des accointances religieuses au niveau de l'islam chiite. Et donc, finalement, c'est l'Iran qui va impulser ce que l'Iran veut faire au travers du Hezbollah, qui se situe, lui, dans le sud du Liban. L'OLP est relocalisé au Caire. Sa relocalisation temporaire au Caire ne coupe pas l'OLP de la Syrie, son soutien particulier qui, à partir de 1983, saura singulièrement bien l'utiliser pour ses intérêts et ses velléités anti-israéliennes. C'est-à-dire que l'OLP, du fait d'avoir des financements avec la Syrie, va rester très proche de la Syrie. L'OLP, Fatah. Les Frères musulmans en 1983. Les Frères musulmans remportent 51% des votes lors des élections estudiantines de l'université de Gaza et ils imposent, puisque ce sont les Frères musulmans, ils imposent leur loi sur le campus.
Et là, il va y avoir un premier revirement sérieux. Puisque jusqu'alors, la bande de Gaza était tenue par les Égyptiens. Et là, c'est la première intifada appelée la révolte des pierres. Je reviens sur 1983. Ils vont créer, on en parlera un petit peu après, mais ils vont créer, les frères musulmans, pour la bande de Gaza, le Hamas. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir, petit à petit, une volonté d'indépendance par rapport à l'Égypte, d'un mouvement qui, issu des frères musulmans, qui lui-même est issu de l'Égypte, va se retrouver en fait à vouloir prendre une certaine indépendance par rapport à l'Égypte pour gérer cette bande de Gaza, et c'est le Hamas, que l'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pendant la première intifada? Des jeunes Palestiniens se révoltent et font face aux soldats israéliens par des jets de pierre. J'ai mis Palestiniens entre guillemets. Je l'ai mis entre guillemets parce qu'il faut expliciter ce terme. On a vu ce que c'était que la Palestine avant 636, puis après 1917, parce qu'entre les deux, jamais mentionné, nulle part. Pourtant, c'était sous obédience arabe et musulmane. C'est-à-dire que la Palestine n'a jamais existé pendant la longue période arabe et musulmane sur ce territoire. Le nom de Palestine n'a existé que dans le judéo-christianisme. Et là, on parle de Palestiniens. Je l'ai mis entre guillemets parce que pour définir ce qu'est un Palestinien, j'ai repris la citation du chef de l'OLP, Zouheir Mossen, au journal néerlandais, la prononciation, vous m'excuserez, mais je ne vais pas être très bon en néerlandais, en mars 1977. Voilà ce qu'il y est écrit et ce qu'il a dit. Et ça a été confirmé par Yasser Arafat sous une autre forme. Il n'a pas évidemment répété mot à mot, mais c'était confirmé par Yasser Arafat. Le peuple palestinien n'existe pas. La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour l'unité arabe. En réalité, il n'y a pas de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. Ça veut dire que le terme palestinien, en fait, ne veut rien dire. En tout cas, pas tant qu'il existe un gouvernement que l'on pourrait appeler à la limite, un pays indépendant que l'on pourrait appeler à la limite Palestine, auquel cas là on pourrait dire que ce sont des habitants de la Palestine, donc les Palestiniens. Mais tant que ce gouvernement n'existe pas, ce terme-là, en fait, ne revêt pas grand-chose. Ou du moins, revêt ce que l'on veut bien y mettre. C'est-à-dire que quand vous employez le terme de Palestinien, selon à qui vous vous adressez, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Les frères musulmans reprennent et organisent le mouvement en formant un nouveau groupuscule anti-israélien, le Hamas, lors de cette première intifada. Faisons le point. Alors, je vais revenir un petit peu avant de faire le point sur la première intifada. Elle va avoir un impact gigantesque. Parce que c'est là, à ce moment-là, que le monde arabe va se rendre compte que la propagande du pauvre qui se bat avec des pierres contre un homme fort, armé jusqu'aux dents, qui s'appelle Israël, marque l'opinion, je dirais, internationale. Parce que le fait que ce soit des jeunes, il a été rapporté que ce sont des pauvres jeunes adolescents qui n'avaient que des pierres pour se défendre contre des hommes armés. Ça a marqué les esprits et ça a fait complètement changer la vision internationale d'Israël. Jusqu'à la première intifada, Israël était un petit pays entouré de mastodontes arabes qui voulaient le détruire. Et donc l'opinion internationale était plutôt pour défendre ce petit poussé, défendre ce pauvre petit là qui se battait pour la survie. À partir du moment où
les premières images ont été diffusées avec des textes que c'était des adolescents qui se battaient avec des pierres contre des hommes armés par les Américains, ça a complètement changé et Israël a commencé à devenir le pays trop fort qui attaque les pauvres. Voilà, ça a été de la communication. Et à partir de là, à partir de cette première intifada, ce genre de communication va se développer de plus en plus. Faisons le point sur la situation d'Israël au début des années 80, puisque nous allons nous arrêter là. Dans la bande de Gaza, le Hamas, bras armé des frères musulmans dans leur lutte anti-israélienne. Dans le sud Liban, le Hezbollah, bras armé de l'Iran dans sa lutte anti-israélienne. En Cisjordanie, le Fatah, bras armé de la Syrie dans sa lutte anti-israélienne. En réalité, sachant que ces trois organisations s'opposent politiquement, religieusement et socialement, c'est-à-dire que le Hamas, le Hezbollah et le Fatah n'ont pas du tout les mêmes objectifs politiques, sociaux et même religieux, puisqu'il y a des sunnites, des chiites qui ne s'entendent pas. Donc ça veut dire qu'Israël doit faire face, en réalité, à trois ennemis différents. Le seul moyen d'avoir une coexistence relativement durable de ces trois ennemis et du monde arabe, qui, comme nous l'avons vu très rapidement, ne s'entend pas du tout, le seul moyen d'avoir une coexistence relativement durable, c'est d'avoir un ennemi commun considéré comme dangereux pour leur pérennité à tous. C'est-à-dire que le seul moyen pour que le monde arabe reste uni, il faut qu'ils aient un ennemi commun. Ça ne peut pas être les Américains. Parce que ceux qui sont alliés à l'URSS à l'époque et aujourd'hui à la Russie, oui, vont dire les Américains, le grand méchant, le grand Satan. Mais ceux qui ont pour alliés les Américains ne vont pas pouvoir dire... voilà. Donc le seul ennemi qui peut y avoir et qui va leur permettre d'avoir une fausse réunification, c'est Israël. Et en ce sens, une paix avec Israël ne peut pas être possible. Parce que s'il y a la paix avec Israël, ça veut dire que le monde arabe rentre en guerre. Entre eux. Donc il faut qu'il y ait un ennemi commun. C'est une politique que l'on va retrouver à maintes reprises. Dans plusieurs pays, dans l'histoire, on retrouve en fait, il faut chercher un ennemi commun. En Europe, quand ça allait très très mal, on a cherché un ennemi commun. Les Arabes qui avaient sali Jérusalem, voilà, les croisades. Et ça a permis en fait d'effacer énormément de distensions, de clivages, de tensions internes, puisque tout le monde s'est dit « Ah oui !» et tout le monde s'est tourné vers le même ennemi. C'est une technique qui est utilisée encore aujourd'hui, à maintes reprises aussi. C'est ce qu'a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, en cherchant l'ennemi commun à l'économie et au peuple. Les ennemis d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que les juifs, il y avait aussi les tziganes, puis après il y avait les homosexuels, etc. Donc il a clivé en fait, il a concentré les regards de tous sur un ennemi qui semblait être un ennemi commun, de telle sorte à ce que les tensions internes disparaissent. C'est ce qui se passe pour le monde arabe. Et les trois factions dont on parle régulièrement, Hamas, Hezbollah, Fatah, le Fatah on en parle beaucoup moins, mais la Cisjordanie en fait, pourquoi ? Parce qu'en Cisjordanie, 80% du territoire est contrôlé par Israël. Donc en fait le Fatah n'a pas possibilité de se développer. Contrairement à Gaza, où il y a eu, c'était une certaine indépendance, on va dire, ce qui fait que le Hamas a pu se développer, et au sud Liban, pareil. Voilà.
Donc à partir de là, pour ça que je me suis arrêté là, parce que là maintenant on a le portrait moderne, une photographie moderne de la situation, je dirais stratégique, autour d'Israël. Et maintenant on va pouvoir comprendre certaines tensions entre les différents groupes. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais, par exemple, d'attaque conjointe. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de groupement conjoint entre ces trois organisations. Ce n'est pas possible, puisqu'ils ne s'entendent pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes buts. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et donc à la semaine prochaine pour, cette fois-ci, de cette première intifada jusqu'à nos jours. Je vous ai mis une bibliographie qui n'est pas exhaustive, bien sûr, mais qui permet quand même, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, vous aurez tous les éléments dans cette bibliographie, avec des études particulières, fort intéressantes, sur différentes situations, et justement par rapport aux différents groupes et aux alliances entre les différents pays. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.